Mustapha Ould l'imam Chafi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes content d'être rentré au pays après si longtemps? Oui, je ne peux que me réjouir de rentrer au pays. Je suis très très content. C'était un bonheur pour moi de retrouver les miens, de retrouver mon pays. Et quelle est la première chose que vous avez faite après votre retour? Écoutez, je me suis vraiment réjoui de voir combien les Mauritaniens sont solidaires avec moi. J'ai reçu tout le Gotha national du pays. J'ai reçu la visite de l'ancien chef d'État, Mohamed Khouna Ould Aidala, des députés, des chefs des communautés tribales, régionales. Et j'envisage aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, d'aller me recueillir sur les tombes de mes parents, mon père, ma mère. Votre père qui est décédé à Nouakchott pendant votre exil à l'étranger et vous n'avez pas été autorisé à assister à ses obsèques, c'est ça? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Du temps du régime de Mohamed Ould Abdelaziz, vous étiez poursuivi pour connivence et lien avec les groupes djihadistes au Sahel. C'était une accusation très grave, non? Oui, l'accusation a été très grave, mais l'ensemble des Mauritaniens et même l'ensemble des pays de la communauté internationale savaient que c'était une accusation fallacieuse. Et c'est pourquoi le mandat d'arrêt lancé par ce pouvoir contre ma personne n'a jamais été exécuté. J'ai voyagé, j'ai visité des pays européens, j'ai visité des pays arabes, j'ai visité des pays africains. Jamais ce mandat d'arrêt n'a eu d'effet parce que tout le monde savait que c'était un mandat d'arrêt politique parce que je me suis farouchement opposé à la prise en otage du pays par ce pouvoir. Mon seul crime, c'était de m'opposer à ce coup d'État. Par principe, je suis contre les coups d'État. Alors c'est vrai que vous avez toujours combattu le régime de Mohamed Ould Abdelaziz, mais n'a-t-il pas eu au moins le courage politique de quitter le pouvoir de lui-même il y a 18 mois? Écoutez, il ne pouvait que quitter le pouvoir parce que la situation est telle que ce pouvoir ne pouvait plus s'éterniser. Voulez-vous dire qu'il a été contraint de partir? Certains disent qu'il a été contraint, mais je ne connais pas précisément les conditions de son départ. Après l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ould El Razouani il y a 18 mois, la justice mauritanienne a annulé les poursuites contre vous. Est-ce à dire que vous êtes un proche du nouveau chef de l'État mauritanien? Écoutez, je pense pas qu'ils ont annulé les poursuites parce que je suis proche. Non, ils ont rendu justice. Nous avons été rétablis dans nos droits, aussi bien moi que Mohamed Ould Bouamatou, qui avions été injustement poursuivis. La justice a statué, il y a eu un non-lieu. Nous avons été rétablis dans nos droits. Vous venez de citer Mohamed Bouamatou, qui est l'un des hommes les plus riches de Mauritanie et qui vient de rentrer lui aussi. Avec votre ami Bouamatou, est-ce que vous n'allez pas constituer un duo très influent sur la vie politique mauritanienne? Ce n'est pas dans nos projets. Nous sommes des simples citoyens mauritaniens. Lui, en tant qu'opérateur économique très important dans le pays, qui a beaucoup apporté au pays, et moi, en tant que simple aussi citoyen. Oui, mais citoyen qui a l'un des plus grands carnets d'adresses de l'Afrique de l'Ouest. À qui allez-vous prêter ce carnet d'adresses? Écoutez, dans tous les cas, moi, je suis à la disposition de mon pays. Et nous avons besoin vraiment de consolider le développement du pays, de consolider l'unité nationale. Et mon carnet d'adresse est à la disposition de la Mauritanie. Et du chef de l'État, Mohamed Ould El Razouani. De la Mauritanie, de tous les Mauritaniens, y compris le chef de l'État, s'il en a bien sûr besoin. Pour renforcer la position de votre pays sur la scène internationale, sur la scène africaine? Sur la scène africaine, sur la scène internationale, je suis à la disposition de mon pays. Pourriez-vous devenir le conseiller spécial du chef de l'État? Je crois que ce n'est pas le sujet pour le moment. C'est trop tôt. Vous avez bien été conseiller spécial du président Blaise Compaoré au Burkina Faso, pourquoi pas dans votre propre pays? J'ai été un ami, un frère, et j'ai toujours un énorme respect pour le président Blaise Compaoré. Effectivement, j'ai travaillé avec le président Blaise Compaoré. C'était une période que je ne regrette pas de ma vie. Et j'ai toujours un énorme respect pour ce personnage. Mustapha Ould l'imam Chafi, vous êtes connu depuis plus de 10 ans pour votre rôle dans les libérations d'otages au Sahel. Pourquoi êtes-vous arrivé à obtenir des libérations là où les autres n'y arrivaient pas toujours? Peut-être que j'ai utilisé plus de tact que les autres. En fait, vous savez, quand vous accomplissez de telles missions qui ne sont pas du tout faciles, où vous prenez beaucoup de risques, il faut savoir s'adresser aux uns et aux autres, savoir comment poser le problème. Et peut-être que j'ai trouvé les mots appropriés pour pouvoir convaincre à la libération de ces otages. Je ne regrette pas d'avoir contribué à libérer des otages.
Vous avez su trouver les mots pour parler aux ravisseurs. J'ai su certainement trouver les mots pour parler aux ravisseurs, certainement. Et quels sont les mots qu'il faut toujours avoir en tête dans ces cas-là? Vous savez, il est très très difficile de négocier entre deux mondes qui sont totalement différents. Le monde des ravisseurs et notre monde. Mais bon, je pense qu'il faut essayer de rapprocher. C'est surtout une question humanitaire, ce problème d'otage. Et vous ne pouvez pas imaginer toute la stratégie qu'il faut adopter pour rassurer, pour convaincre. Je pense que j'ai trouvé les mots appropriés. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet. Il faut gagner la confiance des gens avec qui vous parlez, quoi, en fait. Ça. Il faut gagner la confiance, absolument, absolument. Alors vous parlez arabe, bien sûr, mais vous parlez aussi tamashek, vous parlez Haoussa. Vous parlez haoussa, vous parlez beaucoup de langues. Djerma. Djerma, donc tout ça doit beaucoup aider, non? Oui, parce que en réalité, je suis ouest-africain. À l'heure de la prière, vous êtes ensemble, les ravisseurs et vous priez ensemble, j'imagine, non? C'est tout à fait normal. Juste d'abord, je suis un musulman, je prie à tout moment, à toutes les heures de prière. Vous ne pouvez pas être avec les gens. Au moment de la prière, vous ne priez pas ensemble. Certains ont essayé d'utiliser des photos de prière pour porter des accusations, mais c'est tout à fait normal de prier. Alors pour aider à la libération de Soumeila Cissé, de Sophie Petronin et des deux otages italiens, il y a quelques jours, Jeune Afrique a révélé au début de ce mois que vous avez offert vos services au président Ibeka dès le mois de mars dernier. Quelle a été la bonne formule que vous avez trouvée pour prendre contact avec les ravisseurs et pour les amener à négocier? Contrairement à ce qui a été écrit, je n'ai jamais offert mes services. Le Premier ministre malien et moi, nous ne nous sommes jamais parlé. J'ai été contacté par un homme d'affaires qui souhaitait aider à la libération de Soumeila Cissé. Et j'ai recommandé des personnes qui étaient bien introduites et qui pouvaient aider à cette libération. Mais je n'ai joué aucun rôle. Oui, Jeune Afrique précise que vous avez conseillé au président et au Premier ministre malien de passer par les services d'un arabe de l'ancien groupe Moudjao, Chérif Ould Attaher. Est-ce qu'il a été efficace dans ces négociations? Je ne peux pas vous dire. Dans tous les cas, on se réjouit que les négociations aient abouti. Et personnellement, je n'ai joué aucun rôle. Voilà. Je vous demande peut-être un seul nom à me confirmer ou non. Parmi les intermédiaires qui auraient été contactés par vos soins, c'est le Touareg Zedan Ag Ita. Est-ce que vous confirmez? Non, je ne confirme pas. Mais vous ne démentez pas non plus, hein? Non, je n'ai jamais recommandé Zedan. Non. Vous n'avez jamais recommandé Zedan Ag Ita dans la négociation? Non. La question qu'on s'est beaucoup posée à l'issue des libérations, évidemment, de Soumeila Cissé et Sophie Petronin, c'est combien de prisonniers ont été libérés en contrepartie début octobre? Vraiment, je ne saurais savoir, je ne sais pas. On a parlé de quelques 204 prisonniers. J'ai suivi, comme tout le monde, les révélations de la presse, mais je ne sais pas. Et parmi ces quelques 204 prisonniers, on parle des présumés cerveaux de l'attentat de Grand Bassam en 2016, Mimi Ould Baba Ould Cher et Fawaz Ould Ahmed. Est-ce que vous confirmez? Je ne suis pas dans le secret de ce que je ne peux ni affirmer ni confirmer. Est-ce que des gens qui ont organisé les attentats terroristes de 2016 à Grand Bassam et à Ouagadougou ont fait partie des gens qui ont été libérés au début de ce mois? Je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Je n'ai pas vu la liste de ceux qui ont été libérés, donc je ne peux pas savoir. C'est les services maliens, les autorités maliennes qui peuvent vous confirmer de qui a été ou non libéré. Mais est-ce que quelquefois les contreparties ne sont pas trop élevées? Certainement, mais je n'aime pas trop m'étendre sur ce sujet parce que c'est des décisions souveraines de certains États et sont motivées par des raisons humanitaires. Seuls les États savent pourquoi ils ont accepté ces conditions, mais je n'aime pas trop m'étendre sur les décisions souveraines des États. Est-ce qu'à force de parler avec les ravisseurs, vous êtes devenu un ami de certains djihadistes? Je n'ai jamais été ami d'aucun djihadiste, jamais. Mais vous avez bien connu Abou Zeid, par exemple? Bien connu, non, je ne l'ai pas bien connu, mais je l'ai rencontré dans le cadre de discussions, de négociations, c'est tout. Et quel souvenir vous en gardez? Je garde le souvenir d'un homme très dur, très difficile aussi dans les discussions, très très difficile. Et un homme que vous connaissez bien aussi, c'est Iyad Agrali, qui lui est toujours vivant. Oui. Quelle appréciation vous portez sur lui? Je n'ai pas d'appréciation particulière sur Iyad Agrali. Vous pensez qu'on peut négocier avec lui ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle prédisposition il est. Je ne peux pas dire.
Est-ce que vous avez été surpris par la mort d'Abdelmalek Droukdel? C'était en juin dernier au Nord Mali à la suite d'un raid franco-américain. Écoutez, je n'ai pas été surpris. On n'est jamais surpris de la mort de ces responsables de groupe parce que c'est des gens qui ont fait le choix d'aller vers la mort. Donc c'est leur destin. Malheureusement, c'est leur choix. Et donc ce n'est pas une surprise. Ils ont choisi de se sacrifier, d'aller vers la mort. Donc on n'est jamais surpris. Au contraire, plus ils survivent, plus on est surpris. Est-ce qu'après les libérations de quelques 200 prisonniers djihadistes au début de ce mois, les djihadistes sont plus forts que jamais face aux armées sahéliennes et à Barkhane? Écoutez, le constat est évident, c'est que malgré la présence des troupes françaises, des forces des Nations Unies depuis 2013, ces groupes ont occupé davantage de terrain. Donc ça, c'est un constat, malheureusement, qu'il faut faire. Malgré les moyens qui ont été mis en place, ces groupes terroristes, aujourd'hui, menacent même des pays comme le Togo. Ils sont aujourd'hui à la frontière du Togo, ils sont à la frontière du Bénin, ils sont à la frontière du Ghana. Mais vous êtes pour le maintien de Barkhane au Sahel ou pour le retrait? Ce qui ne m'appartient pas de commenter la présence de Barkhane. Le maintien ou pas, c'est aux États de décider. Je pense que les États ont le droit de se défendre et ils ont le droit de faire appel à des troupes qui peuvent les aider à contenir cette menace. Mustapha Ould de l'Imam Chafi, merci. Oui, je vous remercie.